Bonjour, c'est Clara Grosis pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Août 2021, Afghanistan. Les talibans reprennent le pouvoir et de nombreux Afghans cherchent à fuir ce régime islamiste. Mohamed Bida est sur place. Le commandant de police français permet alors l'exfiltration de près de 3000 personnes. De retour en France, il raconte cette histoire dans un livre, bientôt adapté au cinéma. Le film 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon sort en salle le 27 juin prochain. Mohamed Bida témoigne dans Code Source, au micro de Barbara Gouy. Mohamed Bida est né en 1962 en Algérie. Il est fils de harki. Son père était militaire aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Quand il a 6 mois, sa famille part pour s'installer dans le nord de la France, près de Roubaix. Son père abandonne sa carrière de militaire et commence à travailler dans les usines textiles françaises. Mohamed fait toute sa scolarité en France et au lycée, il rencontre celle qui deviendra plus tard sa femme. À 20 ans, Mohamed part faire son service militaire. Je ne suis pas dépaysé parce que j'avais à la maison un père ancien militaire qui était très à cheval sur la discipline, qui était très très sévère. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, le service militaire, parce que j'y ai trouvé de la rigueur, de la discipline. J'ai découvert le sentiment de responsabilité et du devoir vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la population. Et je me sentais utile. Et c'est vrai que la question s'est posée à moi de m'engager dans l'armée. Mais on était en 1981, on était en période de paix, et ce sentiment de devoir être utile m'a plutôt amené à aller rejoindre une administration comme la police, où on est vraiment confronté à la difficulté de la vie et de la société. Et je me suis dit que c'est peut-être là que je serais le plus utile, plutôt que dans l'armée. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix de rentrer dans la police. Mohamed entre en école de police en 1982. Il se sent tout de suite à sa place. 5 mois plus tard, il est affecté à Versailles, dans une compagnie d'intervention qui agit en amont des CRS. Là, c'est un choc. C'est un choc parce que j'arrive dans une unité qui est une compagnie d'intervention. En fait, c'était pas vraiment ce que je souhaitais faire. Et surtout, je me rends compte rapidement qu'on m'attend pas, quoi. Je tombe sur un gradé qui me voyant arriver, a presque une syncope. J'étais peut-être parmi les premiers d'origine du Maghreb, effectivement. Mohamed arrive à se faire une place et reste 1 an à ce poste. Puis il continue sa carrière et en 1990, il passe le concours d'inspecteur de police. Il retourne à l'école pendant 1 an, puis il entre dans la police judiciaire où il découvre un nouveau monde avec beaucoup plus de temps pour enquêter. Là, je me passionne pour ce que je fais. Je travaille sur le grand banditisme français à cette époque, en plus des violences urbaines dont on avait aussi la compétence. Et je suis dans le roman policier en permanence, dans le scénario de film. On est en immersion totale dans une société parallèle, celle des voyous, avec leur propre mode de fonctionnement, leur propre code. C'est pas les heures de bureau, quoi. On est sur le terrain à 4h du matin, on rentre chez nous, il est 23h minuit, on repart à 4h du matin. Enfin, c'est les week-ends, ils étaient assez rares. Et c'est passionnant. Mohamed reste à la police judiciaire jusqu'en 2000. Puis il explore d'autres postes, il se dirige vers un service de protection de personnalité. Il travaille aussi un moment en cabinet ministériel, jusqu'à ce qu'il rejoigne le pôle des affaires internationales du ministère de l'Intérieur. En 2016, il pense à partir à l'étranger. On avait choisi avec mon épouse, je me voyais bien partir au Vietnam, parce qu'il y a un poste attaché de sécurité intérieure au Vietnam, donc c'est ce que je lui avais proposé, elle était d'accord, on devait partir tous les deux. Et entre-temps, on est devenus grands-parents. Donc partir au Vietnam et ne rentrer qu'une fois par an, c'était inconcevable pour ma femme, de ne pas voir son petit-fils. Donc du coup, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et puis opter pour un poste qui me permettait de faire des allers-retours entre la France et le pays où je serais affecté. Donc, et l'Afghanistan offrait cette opportunité, puisque c'était 2 mois et demi à 3 mois sur place et 2 semaines à 3 semaines en France.
Mohamed part en 2016 pour travailler sur le trafic de stupéfiants et la criminalité. À ce moment-là, il y a de nombreux attentats dans le pays. Les talibans sont toujours présents sur le territoire. Les talibans, c'est un groupe armé islamiste fondamentaliste qui cherche à rétablir une interprétation stricte de la charia, la loi islamique. Et à cette époque, l'armée nationale afghane tente de maintenir l'insurrection. Très rapidement, je me dis que ce pays ne sera jamais en paix, et que la mission de la coalition internationale, qui était de chasser Al-Qaïda au début, et ensuite d'instaurer un régime un peu plus démocratique, ça n'aboutira pas. À Kaboul, je vois rapidement que les mentalités ne sont pas si éloignées que ça de celles des talibans. On voit très peu de femmes dans les rues. Et en province, c'est pire. Moi, j'ai eu un choc quand je suis allé la première fois en province, c'était à Herat. J'ai eu l'impression d'être en Iran, avec des femmes totalement habillées en noir, les gants, on voit à peine leurs yeux. Et donc, je me suis dit, voilà, bon, on a chassé les talibans, mais finalement, c'est la culture, voilà, c'est culturel, c'est leur tradition, c'est la religion, qui est beaucoup plus prégnante que je dirais, la vision politique qu'on peut avoir de ce pays. Toute la communauté internationale vit dans la zone verte à Kaboul, où sont situées la plupart des ambassades. Mais Mohamed, lui, fait des sorties dans le pays. Et j'avais cette liberté de pouvoir me déplacer, d'aller à la rencontre des policiers afghans, de mes collègues étrangers aussi dans leurs locaux. Je n'étais pas enfermé toute la journée dans le bunker de l'ambassade de France, hein, parce qu'effectivement, mes collègues qui étaient diplomates ou culturels, ils ne connaissaient rien de la ville, ni du commerce, ni des restaurants, ni de la population. Et moi, quand je sortais, effectivement, je prenais le pouls de la population. Bon, effectivement, j'étais quand même très très prudent. J'étais sans arrêt en train de scruter mes rétroviseurs, faire attention aux motos qui passaient à côté de mon véhicule parce que certains posaient des mines. Mais bon, voilà, c'est jamais arrivé. Il y a aussi une part de chance. Mais concrètement, Kaboul, à cette époque, enfin entre 2016 et 2021, il y a eu des périodes de violence et d'autres périodes de calme. Et moi, j'arrivais à naviguer. Mohamed partait pour un contrat de 2 ans, mais il prolonge finalement sa mission en Afghanistan. En 2020, les talibans et les États-Unis signent l'accord de Doha, un accord pour le retrait des troupes américaines qui mènent l'opération depuis près de 20 ans et de leurs alliés de l'OTAN, dont la France. La pandémie de Covid retarde la mise en place de cet accord, mais le 14 avril 2021, le président des États-Unis, Joe Biden, annonce le retrait des troupes américaines d'ici septembre 2021. Et on prépare donc l'évacuation. On s'est dit, voilà, il faut commencer à anticiper. Et l'évacuation, surtout des personnels afghans qui travaillent à l'ambassade et leurs familles. Donc à partir de janvier, on met en place une planification et on commence à évacuer les premiers personnels fin avril, début mai 2021. Jusqu'à la fin juin, par des vols réguliers. Et pour ça, on est très critiqué. Très critiqué par la communauté internationale, l'Union européenne en premier, qui nous reproche de créer un appel d'air, parce que évidemment, les autres personnels des ambassades disent « Mais pourquoi est-ce que nous, on ne part pas aussi ?» Puisque nos collègues de l'ambassade de France sont partis, et rien n'est fait pour nous, chez les Australiens, chez les Britanniques. Bon, il n'y a pas ces dispositions. Ils se font critiquer car la situation est calme à ce moment-là en Afghanistan. Pendant plusieurs mois, il n'y a presque plus d'attentats, mais les talibans commencent quand même à prendre le dessus dans certaines provinces. L'ambassadeur de France décide de prendre quelques jours de vacances avant de revenir pour préparer la fermeture de l'ambassade. Et c'est là que les événements se précipitent. Le 6 août exactement, il y a 5 provinces qui tombent aux mains des talibans. 5 provinces sur 34. Il y a un effet de panique d'abord dans la population. Et à partir du 16 août, tous les jours, on voyait donc des capitales provinciales tomber aux mains des talibans. Jusqu'au 12 août. Le 12 août, c'est quasiment la moitié des provinces afghanes qui sont sous le contrôle des talibans. Et la décision est prise par l'ambassade américaine de quitter la zone verte et de se rabattre sur l'aéroport de Kaboul. Donc l'ambassadeur invite tous ses collègues des autres ambassades de faire de même, en utilisant les moyens que propose l'ambassade américaine, c'est-à-dire un hélicoptère, pour rejoindre l'aéroport et s'installer à l'aéroport pour préparer le départ des personnels de ces ambassades.
Les 48 heures après le 12 août sont cruciales. Tout le monde se prépare et va à l'aéroport. Mohamed et ses collègues restent à l'ambassade le temps que d'autres ressortissants français parviennent à les rejoindre. Le 15 août, ils sont prêts à partir. À 18h, quand on a récupéré tout le monde, qu'on est prêt à partir, on voit les 2 hélicoptères qui arrivent, qui font une rotation au-dessus de l'ambassade de France pour rejoindre l'ambassade américaine. Et là, ils se font tirer dessus. Donc on voit les balles traçantes qui partent du sol et les hélicoptères qui font demi-tour. On leur demande de patienter pour avoir de nouvelles autorisations. Cette journée-là, de premières vidéos montrant les talibans dans Kaboul circulent sur les réseaux sociaux. La situation est très tendue dans la capitale afghane. Il est 21h quand on a devant l'ambassade un incident majeur, des explosions, des tirs, que nous on entend. Et sur les vidéos de surveillance, on voit qu'il y a des centaines de personnes qui sont amassées contre le portail de l'ambassade de France, des femmes, des enfants qui sont écrasés sur ce portail. Et là, moi je comprends tout de suite qu'on va avoir une tragédie. On ne sait pas qui tire sur qui, on ne sait pas d'où viennent ces explosions, on voit juste les pick-up des talibans qui passent devant, qui tirent en l'air avec leur kalachnikov, et ces gens qui sont écrasés sur ce portail. Et donc j'appelle l'ambassadeur pour lui expliquer la situation, et la décision est prise d'ouvrir le portail. 400 personnes entrent dans l'ambassade. Mais à ce moment-là, il n'est pas prévu d'évacuer des civils afghans de leur propre pays. Ils cherchent tout de même une solution pour les emmener jusqu'à l'aéroport et Mohamed propose à l'ambassadeur de discuter avec un responsable taliban pour négocier un départ par la route, comme les Américains ne leur envoient pas d'autres hélicoptères. L'ambassadeur accepte et Mohamed rencontre le responsable taliban du checkpoint près de la zone verte. Donc arrive ce responsable taliban, un jeune homme avec une attitude très particulière. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est un taliban, c'était plutôt un dandy qu'un taliban, avec ses rébans, ses cheveux noirs, un petit foulard blanc, un petit gilet très saillant, et des mocassins vernis. Ce qui n'est pas du tout la tenue du combattant taliban. Mais une kalachnikov quand même en bandoulière. Donc je vois tout de suite qu'il est ouvert à la discussion. Et il comprend la situation, et puis il accepte effectivement de nous aider. Mohamed comprend qu'il doit négocier avec d'autres chefs talibans plus haut hiérarchiquement, ce qu'il fait. Les chefs talibans lui valident son autorisation de partir par la route, mais Mohamed ne voit pas les bus promis par le chef du checkpoint arriver. Il retourne donc le voir. Il s'était coupé les cheveux, il était en t-shirt, et là je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, où sont les bus? Il m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose d'abord. J'écoute, je veux partir avec vous. Il se retourne en désignant le checkpoint, il dit, je ne peux pas rester avec ces gens-là. Alors que moi, je suis estomaqué, parce que je ne m'attends pas à ça, quoi. Et je me dis que si je lui dis non, je n'ai pas les bus, et on ne peut pas partir. Et je m'apprêtais à lui répondre, quand sort une ombre derrière lui, à une dizaine de mètres, derrière un petit hall, une femme avec un nourrisson dans les bras, et puis un enfant, elle tenait un enfant à la main, et c'était sa femme et ses enfants, qui étaient là, qu'il avait fait venir, qu'il avait caché. Et il me dit, je veux offrir un avenir à mes enfants, je veux partir avec vous. Et je lui dis, mais alors, premier réflexe, je lui dis, écoutez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et là, il me dit, oui, mais si je ne pars pas, les bus ne pourront pas rentrer. Mohamed doit prendre une décision en quelques minutes. Il accepte de l'emmener à l'aéroport, les bus arrivent et tout le monde embarque. Il peine à traverser d'autres checkpoints, mais Mohamed réussit à négocier avec les talibans à chaque fois. Et dans la nuit du 17 au 18 août, le cortège de plus de 300 mètres de long arrive à l'aéroport où Mohamed voit des scènes de chaos. Derrière des barbelés, des milliers de personnes, des enfants enchevêtrés dans les barbelés, les visages en sang, les vêtements arrachés, des gens qui étaient maltraités, bastonnés. On leur tirait dessus à la balle plastique, aux grenades, par ce qu'on appelle les mercenaires, qui travaillaient pour la CIA, une réputation désastreuse. Donc il y avait l'armée américaine qui tenait quand même le cordon de sécurité, et puis devant eux, c'était des mercenaires, ces fameux mercenaires qui avaient été engagés en première ligne pour pouvoir contenir cette foule, cette population. Et sans aucun état d'âme, ils étaient d'une violence inouïe. Et les images que j'avais face à moi, c'était des images insoutenables. Et personne pour raconter ça. Parce qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas d'organisation humanitaire,
pour recueillir ces gens, il n'y avait que des militaires dont c'est pas le métier de faire du maintien d'ordre, d'accueillir des gens qui étaient très brutaux. Voilà. Mohamed et ses collègues reçoivent des listes de noms d'Afghans à retrouver dans la foule pour les évacuer, pour qu'ils puissent décoller dans des vols pour la France. Ce sont notamment des artistes, des journalistes ou des politiques. Une hystérie totale dans cette foule. Les gens hurlent, les gens crient, il y a des détonations. Lancer des noms comme ça en l'air, c'est inaudible. Donc on n'avait aucun moyen d'identifier ces gens, sauf à dire à ceux qui nous envoyaient ces listes, tiens, dites-leur de mettre un foulard rouge ou une pancarte nous indiquant qui ils sont, ou donnant le nom de l'écrivain qui les envoie. Toutes les portes, à un moment donné, ont été bloquées. Mais la population afghane a trouvé un autre chemin. En fait, c'était un canal septique qui venait de l'extérieur et qui longeait l'aéroport. Et là, c'était peut-être le point le plus vulnérable de cet aéroport. C'était des milliers de personnes qui faisaient la queue à l'extérieur et des centaines qui parvenaient donc au pied de ce petit muret. Ils étaient au milieu des excréments, des urines, enfin c'était et pour certains, ils y sont restés des jours et des jours. Et donc on allait chercher les personnes là, des personnes qu'on nous signalait, et puis parfois des personnes qu'on ne connaissait pas. On nous tendait une femme qui nous tend une main, un enfant. Même si on a une liste, on ne peut pas rester insensible à ce qu'on a devant nous. Et donc on a sorti comme ça près de 3000 personnes. On n'était plus dans une mission de police, on était dans l'humanitaire. En tout, près de 3000 personnes sont évacuées vers la France. Un attentat a lieu dans le canal septique près de l'aéroport, ce qui provoque le départ de Mohamed et son équipe qui quittent officiellement l'Afghanistan dans la nuit du 27 août. C'est un double sentiment. Sentiment de soulagement parce qu'on est sous pression depuis plusieurs jours. Mais un sentiment d'amertume aussi. Parce que quand on longe les pistes, on entend cette clameur de tous ces gens qui sont là, qui sont dehors, et puis on a quand même encore en tête toutes ces scènes de désolation, de malheur qu'il y avait autour de nous. Et on se sent un peu coupable de partir. Moi j'ai eu ce sentiment de culpabilité. De dire, on s'en va, et puis il y a tous ces gens. Puis en même temps, je me suis posé la question plusieurs fois. On ne va pas vider l'Afghanistan à la petite cuillère. Il y a 35 millions d'habitants en Afghanistan. Les 3/4 veulent partir de ce pays avec les talibans qui reviennent, c'est évident. Donc on ne peut pas évacuer tout un pays. Donc il faut revenir à la raison à un moment donné et se dire ces opérations vont devoir s'arrêter tôt ou tard. Mohamed retrouve sa maison, sa femme et sa vie d'avant. Les premières nuits ont été très difficiles parce que je faisais des cauchemars. Je me réveillais en pleine nuit. Et moi, je me suis surpris, pour les 3-4 premières nuits, de sortir de mon lit, de m'habiller. Avant de me rendre compte que non, je suis dans ma chambre. Peut-être partie du syndrome de stress post-traumatique. Bon, on nous a proposé un soutien psychologique, évidemment, tout en ayant conscience que ce syndrome de stress post-traumatique peut intervenir des semaines, des mois, voire des années après. Mohamed était en fin de carrière et il est à la retraite quelques jours après être rentré. Il ne retournera jamais au bureau. Les années sont passées, il n'a pas tout à fait tourné la page de la police, il est aujourd'hui réserviste, mais au quotidien, son rôle principal est d'être grand-père. La moitié de la semaine, je m'occupe de mes 3 petits-enfants. Et donc j'ai 3 petits-enfants, 2 ans, 7 ans et 10 ans, et je m'occupe d'eux. J'ai ma nièce aussi qui a 13 ans, que j'ai recueillie il y a 2 ans, puisqu'elle est orpheline, et qui vit chez moi maintenant. Donc voilà, je suis pas mal occupé. M'occuper des enfants, les accompagner au sport, les aider à faire leurs devoirs, les faire déjeuner, parce que j'adore cuisiner en plus. Voilà. Barbara, Mohamed Bida nous raconte dans l'épisode qu'il est parti en Afghanistan pour pouvoir rentrer régulièrement en France, voir sa famille. Comment est-ce qu'il a réussi à gérer les relations avec sa femme et son fils, justement,
au moment où la situation a dégénéré sur place ? Il leur parlait dès qu'il pouvait, mais il leur racontait pas tout ce qui se passait, comme il en a l'habitude depuis le début dans son travail. Il m'a dit qu'il aime partager ses joies avec sa famille, mais vraiment pas ses angoisses, et que pour être serein pendant ses missions, il a besoin de savoir que sa famille aussi est sereine. Bien sûr, sa femme et son fils voyaient les informations et ils s'inquiétaient, mais Mohamed a toujours cherché à minimiser ce qui se passait sur place quand il leur racontait. Est-ce qu'on sait s'il est resté en contact avec des gens qu'il a aidés à partir d'Afghanistan ? Oui, quelques personnes. Il y en a qu'il connaissait déjà avant et qu'il a extirpé du canal, comme un marchand de tapis qui venait vendre des tapis toutes les semaines à l'ambassade. Aujourd'hui, il est encore en contact avec lui. Et il y a aussi un enfant qu'il a sorti du canal qui lui a envoyé une photo quelque temps après, avec un cartable à la main. Il est sur le chemin de l'école près de Reims à ce moment-là. C'est quand il reçoit ce genre de message que Mohamed se rend compte qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Merci Barbara Gouy. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquirotti et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi écouter Crime Story. Claudia Prolongeau et Damien Delsoni y racontent les grandes affaires criminelles. Nous venons justement de publier une série exceptionnelle sur le mystère de la tuerie de Chevaline. 6 épisodes disponibles dès maintenant. Ça s'appelle Les fantômes de Chevaline.